J'ai vendu ma maison, celle que mon mari et moi avions construite, pour aider ma fille à acheter celle-ci. Je pensais y être en sécurité. Mais quand j'ai refusé d'utiliser mes dernières économies pour sauver l'entreprise défaillante de son mari, elle m'a montré ce qu'elle pensait vraiment de moi. Elle m'a jeté de la soupe chaude sur les genoux. Elle m'a traité de vieille femme inutile vivant dans sa maison. Elle allait apprendre à ses dépens qu'on ne mord pas la main qui vous nourrit. Le silence dans la cuisine de ma fille avait une présence physique. Il était épais et lourd, pesant sur mes épaules alors que j'essayais de manger la simple soupe de légumes que j'avais préparée pour le déjeuner. C'était la seule chose que je me sentais encore capable de faire. Cuisiner, un plaisir que je partageais autrefois avec mon regretté mari, Robert, était devenu une tâche ingrate et mécanique dans cette maison. L'horloge murale faisait tic-tac avec une intensité troublante, chaque seconde un petit coup de marteau marquant le temps que je perdais, l'espace que j'occupais. Cette maison, achetée avec les cendres de mon ancienne vie, ne s'était jamais sentie comme chez moi. C'était une transaction, un endroit où on me donnait une chambre et 3 repas par jour en échange du pécule que Robert et moi avions mis 40 ans à construire ensemble. L'air y était en permanence vicié par des ressentiments inexprimés, et aujourd'hui, il était étouffant. Je me souviens du jour où j'ai signé les papiers pour vendre notre petite maison, celle avec le jardin de roses dont Robert s'occupait si soigneusement. Carole, ma fille unique, m'avait tenu la main, les yeux brillants de ce que j'avais pris pour des larmes de gratitude. Tu ne seras jamais seule, maman, avait-elle promis, sa voix une mélodie douce et convaincante. Ce sera aussi ta maison. Nous serons une famille, tous ensemble. Son mari, Richard, se tenait à ses côtés, hochant la tête avec empressement, la main sur son épaule. Ils avaient peint un beau tableau de mes années d'or, rempli des rires d'une famille aimante, libre des soucis d'entretenir une maison seule. Je les avais crus. J'ai versé chaque centime de la vente de mon passé dans leur avenir, finançant l'apport pour cette grande maison de banlieue qui était 2 fois plus grande que tout ce dont j'avais jamais eu besoin ou envie. Je l'ai fait par amour, l'amour aveugle et dévorant d'une mère pour son enfant. Je m'étais convaincue que c'était un investissement judicieux dans mon propre bonheur. Maintenant, assise en face d'eux, cet investissement ressemblait au pire marché de ma vie. Carole ne me regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur son téléphone, son pouce défilant avec une énergie frénétique et agressive. Richard fixait son assiette vide, sa jambe tressautant sous la table avec un rythme nerveux qui envoyait de minuscules vibrations à travers le sol. Ils avaient chuchoté avant que je n'entre dans la pièce, le genre de conversation urgente et discrète qui s'arrête dès qu'une autre personne entre. C'était une scène familière, celle qui s'était jouée d'innombrables fois au cours des 2 dernières années. C'était le prélude à une demande. Une demande financière. Richard était un homme de grandes idées, chacune plus éphémère et mal conçue que la précédente. Il y avait eu l'entreprise de dropshipping en ligne, l'aventure dans la crypto-monnaie, et maintenant, son dernier et plus coûteux échec, une marque de bière artisanale qu'il gérait depuis son garage. Chaque entreprise avait nécessité un petit prêt de ma part, quelques milliers ici et là, présenté comme une opportunité à ne pas manquer qui nous rendrait tous riches. Les prêts n'avaient jamais été remboursés. Ils avaient été absorbés dans le trou noir de l'ambition de Richard, et Carole était sa plus ardente défenseur. Tu dois le soutenir, maman, disait-elle, la voix teintée d'une culpabilité à laquelle j'étais impuissante. Il fait ça pour nous. Pour notre famille. Mais la famille dont elle parlait ressemblait à un club dont je n'étais pas membre. J'en étais le sponsor réticent, le bienfaiteur silencieux. Mon rôle était de fournir puis de disparaître, d'acquiescer et de signer le chèque, puis de me retirer dans ma chambre pour qu'il puisse vivre la vie que je finançais. Ma pension couvrait mes petites dépenses, mais mes économies, l'argent que j'avais soigneusement gardé pour une véritable urgence, pour ma propre santé, était leur fonds d'urgence personnel pour chaque nouvelle lubie et chaque projet raté. La soupe dans mon bol avait refroidi. Mon appétit avait disparu, remplacé par un nœud familier de peur au creux de l'estomac. Je savais ce qui allait arriver. Le silence se rompit enfin, mais pas avec la chaleur d'une conversation. Richard s'éclaircit la gorge, un son fort et artificiel dans la pièce silencieuse. Il leva enfin la tête, mais ses yeux papillonnaient, regardant le plafond, la fenêtre, partout sauf moi. Lucie, commença-t-il, utilisant mon prénom d'une manière qui ressemblait toujours plus à une négociation commerciale qu'à une conversation familiale. Nous avons rencontré un petit
Un problème de trésorerie avec la brasserie. Sa voix était mince, tendue. C'était un terrible menteur, et son incapacité à feindre la confiance ne faisait qu'attiser le ressentiment de Carole. Elle voyait sa faiblesse comme un reflet de ses propres mauvais choix, et cette faute, je le savais, allait bientôt être entièrement redirigée vers moi. C'était ma faute de ne pas fournir assez, de ne pas être un puissant fond de ressources qu'ils pouvaient drainer à leur guise. Carole posa son téléphone face cachée sur la table avec un clic décisif. Le son fit écho à la fermeture d'une porte, la fin de toute prétention. Elle me regarda enfin, et ses yeux n'étaient pas les yeux de la fille reconnaissante dont je me souvenais. Ils étaient froids, durs et calculateurs, comme ceux d'un prédateur évaluant sa proie. Il n'y avait pas d'amour là, pas de chaleur. Il n'y avait que le besoin, une faim brute et désespérée qui avait depuis longtemps consommé toute affection qu'elle aurait pu avoir pour moi. Elle ne me voyait pas comme sa mère, mais comme un obstacle. J'étais un verrou têtu sur un coffre-fort qu'elle se sentait en droit d'ouvrir, et elle se lassait de chercher la clé. Je me préparais, mes mains agrippant le bord de la table. Je pouvais sentir la pression familière monter dans ma poitrine, la sensation d'être acculée. Pendant 2 ans, j'avais cédé. J'avais accédé à chaque demande, me disant que c'était pour maintenir la paix, pour préserver l'illusion fragile de famille que j'avais payée si cher. J'avais permis que mon amour pour ma fille soit utilisé comme une arme contre moi, la laissant grignoter mes économies et ma dignité à part égale. Mais en regardant son visage durci, quelque chose en moi, quelque chose que je croyais mort avec Robert, commença à bouger. C'était une petite braise vacillante de défi. Je n'avais plus rien à donner, et même si j'en avais, je n'étais plus sûre d'être prête à le céder. Carole se pencha en avant, les mains jointes sur la table, une parodie de négociatrice patiente. Sa voix était basse, mais elle portait un tranchant d'acier qui fendit le silence et pénétra droit dans mon cœur. « Maman » dit-elle, son expression illisible mais son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Richard et moi devons te parler. De l'entreprise. De tes placements. Il faut en parler maintenant. » Les mots restèrent en suspens, lourds et tranchants. De tes placements. Ce n'était pas une demande. C'était une sommation. Je sentis mes mains devenir froides, ma respiration se bloquait dans ma gorge. J'avais su que ce jour viendrait, je l'avais redouté pendant les heures silencieuses de la nuit, quand la maison dormait et que mes propres pensées étaient trop bruyantes pour être ignorées. Richard commença à parler, sa voix un murmure bas et apologétique. Il parla de problèmes de chaîne d'approvisionnement, de pannes d'équipements inattendus et d'un marché soudainement peu réceptif. Il utilisa une série de clichés d'entreprise qui ne voulaient rien dire, un rideau de fumée de jargon pour cacher la vérité simple et laide. Il avait échoué. Encore une fois. Il trébuchait sur ses mots, son regard fixé sur une tache de la nappe, incapable de me regarder dans les yeux alors qu'il confessait l'étendue de son incompétence. Puis vint le chiffre. 50 000 euros. Il le prononça enfin, le chiffre tombant sur la table entre nous comme un bloc de glace. Ce n'était pas seulement un chiffre pour moi. C'était une chose physique, une représentation des années de travail acharné de Robert, de ma propre vie frugale. C'était le tampon entre moi et la dépendance totale. C'était la couverture de sécurité que je serrais dans le noir, la promesse que je m'étais faite de pouvoir gérer tout ce qui arriverait, une urgence médicale, un dernier voyage pour voir l'océan, la dignité de payer mes propres soins quand le moment viendrait. 50 000 euros, c'était le son d'une porte d'hôpital qui se ferme, la sensation d'un drap propre, le goût d'un repas que j'avais choisi moi-même. C'était le dernier vestige de mon autonomie, et il le demandait pour le déverser dans un garage rempli de bières invendables. Carole, toujours impatiente face à la faiblesse de son mari, le coupa en plein milieu d'une phrase. « Oh, pour l'amour du ciel, Richard, arrête de te plaindre » claqua-t-elle, la voix aussi tranchante que du verre brisé. Elle tourna toute son attention, formidable, vers moi. « Maman, c'est simple. L'entreprise a besoin d'une injection de capital. Tu as l'argent qui dort sur ce compte de placement, à prendre la poussière. Il ne fait rien de productif. » La manière désinvolte avec laquelle elle a balayé les économies de toute une vie, comme s'il s'agissait d'une pile de vieux journaux dans le grenier, me coupa le souffle. Elle parlait de ma sécurité comme d'un désagrément, de ma tranquillité d'esprit comme d'une ressource inexploitée pour sa propre vie chaotique. Il n'y avait aucune trace de demande dans son ton,
seulement une conviction profonde et inébranlable que ce qui était à moi était, par extension, à elle de commander. La demande alla alors un cran plus loin, franchissant la ligne de l'avidité pour une assertion de contrôle glaçante. Honnêtement, ce serait beaucoup plus rapide si je m'en occupais, continua-t-elle, sortant son téléphone comme si l'affaire était déjà réglée. Donne-moi juste le mot de passe de ton application de placement. Je peux faire le virement moi-même. C'est trop compliqué pour toi de t'en sortir avec toutes ces étapes de sécurité de toute façon. La condescendance était stupéfiante. En une seule phrase, elle m'avait rejetée comme à la fois insignifiante et incompétente. Elle croyait que j'étais une relique, une vieille femme simple qui ne pouvait pas naviguer dans le monde moderne des banques numériques. Elle voulait me reléguer au statut d'enfant, à gérer et à superviser, mes propres biens étant trop complexes pour mon esprit faible. Elle voulait les clés de toute ma vie, et elle n'avait même pas la décence de prétendre que c'était pour mon bien. Une vague de vertige me submergea. Je serrai la table plus fort, mes phalanges blanches. Cette maison, cette cuisine, se sentait soudain comme une cage. Chaque promesse qu'elle avait faite, chaque mot d'amour et de gratitude, avait été un mensonge, un piège soigneusement construit pour s'assurer que j'étais à proximité, accessible, une ressource à exploiter jusqu'à épuisement. Je pensais à Robert. Je pouvais presque entendre sa voix, calme et posée comme toujours. Lucie, ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Même pas notre propre sang. Ta force est silencieuse, mais elle est là. Ne les laisse jamais l'éteindre. Il avait su, d'une manière ou d'une autre. Il avait vu l'étincelle de cette nature transactionnelle froide et dure chez notre fille bien avant que je ne sois prête à admettre son existence. Son souvenir était un bouclier, et derrière lui, une petite braise de mon ancien moi commença à luire. Je réalisais que ce n'était pas une nouveauté, mais une culmination. Toute ma vie avec eux avait été une série de versions plus petites et plus subtiles de ce moment. C'était dans la façon dont Carole empruntait mes bijoux, des pièces que Robert m'avait offertes, seulement pour qu'elles disparaissent dans sa propre collection. C'était dans la façon dont mes opinions sur tout, de la politique à la couleur à peindre le salon, étaient accueillies par un sourire patient et dédaigneux. C'était dans la façon dont ma présence dans ma propre maison était traitée comme un inconvénient temporaire, mes histoires du passé tolérées plutôt qu'appréciées. Ils éradaient mon indépendance depuis des années, grain de sable par grain de sable. Aujourd'hui, ils avaient apporté un bulldozer, l'intention de raser toute la structure. À ce moment-là, je ressentis une profonde solitude, un sentiment qui était devenu mon plus proche compagnon dans cette maison. Je me demandais si ce sentiment voyageait, s'il traversait les océans et les continents, un langage universel de souffrance silencieuse. Cela me rend curieuse de savoir où mon histoire est écoutée. Dans quelle ville ou quel pays m'écoutez-vous en ce moment? Parfois, je pense, juste savoir que quelqu'un là-bas écoute est suffisant pour se sentir un peu moins seul dans la vaste et silencieuse obscurité. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Le silence dans la pièce s'étira, épais de leur attente. Ils attendaient ma reddition, le hochement de tête familier et vaincu. Ils ne doutaient pas que je me conformerais, que mon instinct maternel de plaire et d'apaiser l'emporterait sur tout instinct de préservation. Je levai la tête et regardai directement dans les yeux froids et attentifs de ma fille. La peur dans ma poitrine était toujours là, mais elle était maintenant rejointe par autre chose, quelque chose de dur et d'inflexible. La voix qui sortit de ma bouche n'était pas la voix hésitante et incertaine de la femme qui s'était assise pour le déjeuner. Elle était claire, stable et plus basse que je ne l'attendais. Je m'entendis prononcer le seul mot auquel elle n'était absolument pas préparée. Le seul mot qui allait tout changer. Non. Le mot non tomba dans le silence étouffant de la cuisine et le brisa. Pendant un instant unique et prolongé, il n'y eut aucune réaction. Il n'y eut qu'une profonde immobilité, comme si le monde avait cessé de tourner sur son axe. Je vis d'abord l'incrédulité se lire sur le visage de ma fille. C'était une confusion brève et vacillante, le regard de quelqu'un qui a appuyé sur un bouton et l'a trouvé déconnecté. Elle n'avait jamais entendu ce mot de ma part, du moins pas quand cela comptait vraiment. Elle avait bâti toute sa vie sur la certitude de ma complaisance. Richard, en revanche, sembla rétrécir dans sa chaise, les yeux écarquillés d'une sorte de terreur pathétique. Il connaissait le tempérament de sa femme. Il n'était pas un participant à ce drame. Il était simplement un spectateur au premier rang, se préparant à l'inévitable explosion qu'il était trop faible pour empêcher. Je trouvais le courage de continuer,
ma voix gagnant une force dont j'ignorais l'existence. Je t'ai donné tout ce que j'ai pu, Carole, dis-je, mon regard fixé sur le sien. J'ai vendu ma maison pour toi. J'ai financé chacun des rêves ratés de Richard. Cet argent, le peu qui me reste, est pour mon avenir, pour ma santé. Je ne brûlerai pas le reste de mes économies de toute une vie pour cela. Chaque mot était la vérité, une vérité que j'avais ravalée pendant des années, et la dire à voix haute était à la fois terrifiant et libérateur. Je ne criais pas. Je ne suppliais pas. Je traçais simplement une ligne dans le sable, une limite qui aurait dû être posée 2 ans plus tôt. Je me choisissais, peut-être pour la première fois depuis le décès de mon mari. Ce calme, cette finalité dans mon ton, fut ce qui alluma enfin la mèche. Son visage se tordit en un masque de rage pure, une laideur choquante à voir. Ce n'était pas la colère passagère d'un enfant frustré. C'était un ressentiment profond et aigri qui couvait depuis des années. Toi, siffla-t-elle, poussant sa chaise en arrière avec une telle violence qu'elle racla bruyamment le carrelage. Avant que je ne puisse réaliser ce qui se passait, elle bondit. Pas sur moi, mais sur la table. Sa main, ornée des bagues que je lui avais achetées pour son dernier anniversaire, jaillit et se referma autour de mon bol de soupe à moitié vide. Ma soupe. Le simple repas inoffensif que j'avais préparé de mes propres mains. La chaleur du bol contrastait fortement avec la froideur absolue de ses yeux. Pendant une fraction de seconde, mon esprit refusa de comprendre son intention. Et puis, elle l'a jeté. Le mouvement fut rapide, vicieux et délibéré. Il n'y eut pas d'accident, pas de glissement de main. Ce fut un acte de pure malice calculée. Le liquide épais et chaud s'arqua dans l'air et me frappa de plein fouet à la poitrine et aux genoux. Une chaleur cuisante imbiba instantanément ma fine blouse et mon pantalon de coton, me brûlant la peau. Le choc fut électrique, une décharge d'incrédulité suivie d'une vague de douleur intense et lancinante. Des morceaux de carottes et de pommes de terre s'accrochaient à mes vêtements, et l'odeur de romarin et de thym, qui avait été si réconfortante quelques instants auparavant, sentait maintenant l'agression et l'humiliation. Je haletais, un cri étranglé s'échappant de mes lèvres alors que j'essayais instinctivement de reculer, mais j'étais piégée dans ma chaise, prisonnière d'une cage que j'avais moi-même créée. La douleur physique était immense, mais elle n'était rien comparée à l'agonie qui déchira mon âme. C'était ma fille, mon enfant, le bébé que j'avais allaité, la petite fille dont j'avais embrassé les genoux écorchés, l'adolescente dont j'avais réparé les chagrins d'amour. Cette personne n'était plus là. À sa place se tenait cette étrangère, ce monstre avec le visage de ma fille, dont les yeux ne contenaient pas une lueur de remords, seulement une fureur triomphale. Vieille femme égoïste, hurla-t-elle, la voix rauque et tremblante d'adrénaline. Tu préfères t'asseoir sur ton tas d'argent plutôt que d'aider ta propre famille? Tu préfères nous voir à la rue? Elle se tenait là, respirant lourdement, comme si c'était elle qui avait été lésée, comme si sa violence était une réponse justifiée à ma trahison. Richard restait assis, une statue de lâcheté, son silence une forme de consentement. Mon monde vacilla. La cuisine, l'horloge qui faisait tic-tac, l'odeur de la soupe, tout s'estompa dans un bourdonnement sourd et rugissant dans mes oreilles. Tout ce que je pouvais voir, c'était le visage tordu de Carole. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était la brûlure sur ma peau et la brûlure beaucoup plus profonde et incurable dans mon cœur. L'illusion à laquelle je m'étais accrochée pendant 2 longues années, la fiction que c'était une famille, que j'étais aimée, fut incinérée en ce seul et même moment brûlant. Ce fut un baptême du feu, un réveil horrible. Je n'étais pas sa mère. J'étais sa banque, et quand la banque refusait un retrait, elle devait être punie, violentée et remise à sa place. L'amour que je ressentais pour elle se changea en quelque chose de froid et de lourd, comme une pierre dans mon estomac. Je regardais le désordre sur mes genoux, la soupe dégoulinant sur le sol, et je ressentis une clarté étrange et terrible. Je n'étais rien pour elle. Moins que rien. J'étais un obstacle, un problème à résoudre. Et à ce moment-là, alors que la douleur commençait à irradier à travers ma peau, un autre type de sentiment commença à naître. Ce n'était pas de la tristesse. La tristesse était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. C'était une résolution froide et dure qui commença à se cristalliser autour de mon cœur brisé. Les larmes qui montèrent à mes yeux n'étaient pas de chagrin, mais d'une rage si profonde qu'elle n'avait pas de son. Elle pensait que cet acte de cruauté serait le coup de grâce, ce qui me briserait et me forcerait à me soumettre.
Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de faire. Elle ne m'avait pas brisée. Elle m'avait déchaînée. Carole se tenait au-dessus de moi, la poitrine encore haletante. Elle ne vit pas mon silence comme un choc, mais comme le début de sa victoire. Elle se pencha, le visage près du mien, sa voix tombant dans un sifflement bas et menaçant, bien plus terrifiant que ses cris. J'ai fini de demander, murmura-t-elle, les mots dégoulinants de venin. Tu as jusqu'à demain matin pour virer cet argent. Si tu ne le fais pas, tu peux faire tes valises et sortir de ma maison. On verra combien de temps dureront tes précieuses économies quand tu seras à la rue. Ils quittèrent la cuisine sans un mot de plus. J'entendis leurs pas s'éloigner dans le couloir, le son de la télévision du salon s'allumant, des rires préenregistrés d'une sitcom stupide ponctuaient le silence suffocant. Ils me laissèrent là, seule, assise dans une flaque de soupe refroidissante et de dignité brisée. Pendant un long moment, je ne bougeais pas. Je restais assise, écoutant le battement frénétique de mon propre cœur, sentant l'humidité collante de mes vêtements adhérer à ma peau. La douleur initiale et cuisante de la brûlure s'installait en une douleur profonde et lancinante, un rappel physique constant de la blessure qui venait d'être taillée dans mon âme. La menace résonnait encore à mes oreilles, non comme un cri, mais comme un fait froid et dur. « Sors de ma maison. » Sa maison. Les mots étaient d'une cruauté délibérée, conçus pour renforcer mon statut de locataire sans valeur, de fardeau. Avec une lenteur qui semblait antique, je me levai de la chaise. Mes jambes tremblaient, pas seulement à cause du choc, mais d'une fatigue soudaine et profonde. Chaque pas vers le couloir était un effort monumental. Je passais devant l'entrée du salon, apercevant un instant leur silhouette sur le canapé, leur visage éclairé par la lumière bleue scintillante de l'écran, déjà absorbés par leur propre monde, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils ne venaient pas de commettre un acte de violence contre leur propre mère. Le caractère désinvolte de leur cruauté était peut-être la partie la plus douloureuse de tout. J'étais un désordre à nettoyer plus tard, un inconvénient qui avait été réglé. Je continuais ma marche lente et solitaire vers la petite salle de bain d'invités au bout du couloir, ma chambre d'isolement personnel dans cette maison d'étrangers. Je fermai la porte et m'y adossai, permettant enfin à une respiration profonde et tremblante de s'échapper. Je regardai mon reflet dans le miroir et reconnus à peine la femme qui me fixait. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par un regard d'incrédulité hanté. Des taches rouges et douloureuses se formaient déjà sur ma poitrine où la soupe avait été la plus chaude. Ma blouse préférée, une douce blouse bleue que Robert avait toujours aimée, était ruinée, tachée de bouillon de légumes et de trahison. J'ouvris le robinet d'eau froide et commençai à asperger doucement ma peau. Le froid fut un choc, une douleur nette et vive qui transperça le brouillard de mon traumatisme émotionnel. Tandis que l'eau coulait sur la brûlure, j'avais l'impression qu'elle lavait plus que la soupe. Elle lavait les années de déni, l'aveuglement volontaire, l'espoir désespéré que l'amour puisse survivre en l'absence de respect. À chaque éclaboussure d'eau froide, ma résolution se durcissait. Je ne pouvais pas rester ici. Ce n'était plus un choix. C'était une question de survie. De retour dans ma chambre, les 4 murs semblaient se refermer sur moi. Ce petit espace, avec ses meubles dépareillés et les quelques photos encadrées que j'avais apportées de ma vraie maison, avait toujours semblé temporaire, comme un long séjour à l'hôtel. Maintenant, il ressemblait à une cellule de prison. Je regardais une photo sur ma table de chevet, une photo d'une Carole beaucoup plus jeune, peut-être 6 ou 7 ans, souriant, avec un espace où auraient dû se trouver ses 2 dents de devant. J'avais aimé cette petite fille de toutes les fibres de mon être. Où était-elle allée? Quand avait-elle disparu et avait-elle été remplacée par la femme froide et dure qui m'avait regardé avec un tel mépris? Je réalisais rester ici n'était pas seulement physiquement dangereux. C'était spirituellement fatal. Resteur, ce serait accepter son évaluation de moi, que j'étais sans valeur, que je méritais ce traitement, que je n'avais pas d'autre choix. Dans cette chambre, j'ai senti que ma propre voix avait été réduite au silence pendant des années, réduite à un murmure, facilement ignoré. Cette histoire, la raconter maintenant, est ma façon de retrouver cette voix, de transformer ce murmure en une déclaration claire et inébranlable. Si tu crois que la voix de chaque personne mérite d'être entendue et que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, ton abonnement à cette chaîne contribue à rendre cette voix, et notre voix collective, plus forte. C'est un petit clic simple, mais il envoie un message puissant à travers le monde que nous sommes là, nous nous écoutons,
et nous ne serons pas réduits au silence. Mon esprit commença à fonctionner avec une clarté nouvelle et inhabituelle. La panique et le choc reculaient, remplacés par une énergie ciblée et tactique. Je ne pouvais pas simplement sortir par la porte sans avoir où aller. J'étais une vieille femme dans un monde qui n'était pas toujours tendre avec les vulnérables. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin d'aide. Pas seulement un endroit pour poser ma tête, mais quelqu'un qui pourrait m'aider à riposter. Mon esprit passa en revue une liste de noms. Des cousins éloignés, de vieux voisins qui avaient déménagé. La liste était courte. Carole avait fait un travail d'expert pour m'isoler au fil des ans, présentant mes vieilles amies comme des fouineuses, mon désir de socialiser comme un signe de ma confusion. Puis, un nom remonta des profondeurs de ma mémoire, un nom auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Irène. Mon ancienne collègue du cabinet d'expertise comptable où je travaillais avant la naissance de Carole. Irène était dure, aussi affûtée qu'une lame, et avec une colonne vertébrale en acier pur. Elle ne laissait rien passer. Une lueur d'espoir s'alluma en moi. C'était un pari risqué. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis l'enterrement de Robert. Mais Irène n'était pas du genre à garder rancune pour le temps perdu. Elle était du genre à être là quand ça compte. Je me dirigeai vers mon armoire et sortis une vieille boîte à chaussures poussiéreuse de l'étagère du haut. À l'intérieur, sous des photos décolorées et de vieilles lettres, se trouvait un petit carnet d'adresses relié en cuir. Mes doigts, qui ne tremblaient plus, feuilletèrent les pages jaunies et fragiles. A. B. C. Je traçais les noms, mon cœur battant la chamade avec un mélange de peur et d'adrénaline. Et puis je le trouvai. Irène Costa, suivi d'un numéro de téléphone. J'attendis, à l'écoute, jusqu'à ce que j'entende le son distinct de leur voiture quittant l'allée. Ils sortaient, probablement pour célébrer leur victoire, confiants dans la croyance que j'étais dans ma chambre, vaincu, en train de trouver comment leur virer les économies de toute ma vie. Je sortis mon téléphone portable, mes mains stables maintenant. Je composais le numéro, chaque tonalité un pas de plus loin de la femme que j'étais. Le téléphone sonna 2 fois, chaque son résonnant dans la maison silencieuse. Puis, une voix répondit, exactement comme je m'en souvenais, forte, claire, et ne laissant rien passer. Allô? Ma propre voix sortit en un murmure sec, rauque de larmes non versées. Irène? Dis-je, avalant difficilement. C'est Lucie. Lucie Rice. Je suis désolée d'appeler comme ça, mais j'ai des ennuis. De terribles ennuis, et j'ai besoin de ton aide. Il n'y eut aucune hésitation à l'autre bout du fil. L'instant où je prononçais mon nom, la voix d'Irène, qui avait été détendue et décontractée, s'aiguisa en un outil d'inquiétude ciblée. Lucie? Qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix est horrible. Où es-tu? Sa franchise, son passage immédiat à l'action, fut une bouée de sauvetage dans la mer agitée de ma panique. À travers des sanglots étranglés que je ne pouvais plus contenir, je lui racontai tout. Les mots se déversèrent hors de moi dans un flot décousu et désespéré, l'entreprise ratée, la demande de 50 000 euros, mon refus, puis, l'acte final, impardonnable. Je lui parlais de la soupe, de la brûlure, de la menace. Je n'avais pas besoin d'embellir. La vérité simple et laide était suffisamment horrible. J'attendais des halètements de choc, ou peut-être des mots de pitié. Je n'eus ni l'un ni l'autre. J'eus la voix d'un général prenant le commandement d'un champ de bataille. Bien, Lucie. Arrête de pleurer maintenant, dit Irène, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Ce n'était pas méchant, mais c'était ferme, pratique. Les larmes, c'est pour plus tard pour l'instant, il faut être malin. Ils sont là? Ils savent que tu es au téléphone avec moi? Je lui dis qu'ils étaient sortis, que j'étais seule. Bien, dit-elle, une pointe de satisfaction dans la voix. Cela nous laisse une fenêtre de tir. Maintenant tu vas m'écouter très attentivement, et tu vas faire exactement ce que je dis. Tu comprends? Je murmurais que oui, mes larmes commençaient déjà à refluer, remplacées par l'adrénaline de son commandement. Ses instructions étaient une série d'ordres clairs et rapides. Va dans ta chambre. Prépare un petit sac pour la nuit. L'essentiel seulement. Je veux tes papiers d'identité, tes documents bancaires, ton passeport, tout document légal que tu as. Surtout l'acte notarié de la maison si tu en as une copie. Prends tes médicaments, une brosse à dents, une tenue de rechange. Rien de sentimental,
rien de volumineux qu'il remarquerait l'absence demain matin. Et ramasse tout l'argent liquide que tu as mis de côté. J'appelle un taxi pour toi tout de suite. Il t'attendra au coin de ta rue dans exactement 20 minutes. Au coin, Lucie, pas devant la maison. Je dirai au chauffeur que tu portes un manteau bleu. Tu montes. Tu peux faire ça pour moi? La clarté du plan fut un baume pour mon esprit fracturé. C'était quelque chose à faire, un chemin à suivre hors de l'obscurité. Mon corps bougea avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Je n'étais plus une vieille femme traînante et invisible. J'étais un soldat en mission. Je sortis ma petite valise du fond de l'armoire et commençai à faire mes bagages avec une hâte méthodique. Je rassemblais les documents de la boîte à chaussures, mes mains se fermant sur le papier épais et plié de l'acte de propriété de la maison. Il semblait lourd, important. Je mis mes cachets pour la tension artérielle, la petite réserve d'argent liquide que je gardais cachée dans un vieux livre, et une simple robe. Je regardais la chambre une dernière fois, la vie que j'allais abandonner. Il n'y avait rien ici qui me manquerait. Mes souvenirs de Robert étaient dans mon cœur, pas entre ces quatre murs. Cette chambre n'était pas un foyer. C'était une scène pour mon humiliation, et la pièce était enfin terminée. Se glisser hors de la maison fut les quelques minutes les plus terrifiantes de ma vie. Je me faufilais dans le couloir, mes pantoufles à semelles douces ne faisant aucun bruit sur le carrelage. Chaque craquement des planches résonnait comme un coup de feu. Je retins ma respiration en tournant la serrure de la porte d'entrée, le clic résonnant dans la maison silencieuse comme une déclaration finale et définitive. Je refermai la porte derrière moi et ne regardai pas en arrière. L'air nocturne était frais sur mes joues rougies. Je marchai rapidement, mon petit sac heurtant ma jambe, mes yeux scrutant la rue sombre à la recherche de tout signe de leur voiture qui rentrerait. Chaque paire de phares qui approchait envoyait une décharge de pure terreur à travers moi. Au moment où j'atteignis le coin, mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Et puis je le vis. Un taxi jaune, garé juste sous le lampadaire, sa lumière un phare d'espoir. Le trajet jusqu'à la maison d'Irène fut un flou. J'étais assise sur la banquette arrière, regardant les pelouses impeccables et les maisons identiques du quartier de ma fille céder la place aux rues plus anciennes et plus variées du centre-ville. C'était comme voyager entre deux mondes différents. Je quittais un monde de surface stérile et de pourriture cachée pour un monde qui était plus vieux, peut-être un peu usé, mais honnête. J'étais une réfugiée fuyant une zone de guerre, et à chaque kilomètre que le taxi mettait entre moi et cette maison, je sentais le poids étouffant sur ma poitrine commencer à se dissiper, remplacé par le sentiment terrifiant mais exaltant d'une incertitude absolue. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'avais l'impression d'avancer, et non plus d'attendre d'être consumée. La maison d'Irène était exactement comme je m'en souvenais, une petite maison en briques mais solide avec un jardin soigné devant, même dans l'obscurité. Une seule lumière brûlait dans la fenêtre du salon, une promesse silencieuse de sanctuaire. Je payais le chauffeur avec l'argent liquide que j'avais apporté, mes mains tremblant encore légèrement. Je montais le court sentier, ma valise semblant incroyablement lourde. Je levai la main pour frapper, mais avant que mes phalanges ne puissent toucher le bois, la porte s'ouvrit. Irène se tenait là, ses cheveux gris courts impeccablement coiffés, son visage un masque de vive inquiétude. Elle ne dit pas un mot. Elle ouvrit juste les bras et me serra dans une étreinte si forte, si solide, qu'elle donna l'impression de maintenir physiquement mes morceaux brisés. Elle me serra un instant, puis me repoussa doucement, ses yeux vifs scrutant mon visage, puis regardant la peau rouge et irritée qui dépassait du col de ma blouse. Une expression de froide fureur traversa ses traits. « Cette sorcière, murmura-t-elle, la voix basse et dangereuse. Elle me tira à l'intérieur, fermant et verrouillant la porte avec un bruit sec et décisif. Le son était celui de la sécurité, de la finalité. Elle me conduisit non pas au salon, mais directement à sa table de cuisine. « Bien, dit-elle, sa voix baissant, tout à faire maintenant. Tu es en sécurité ici. Maintenant, enlève ton manteau, et on va mettre de la glace sur cette brûlure. Ils ont déclenché une guerre ce soir, Lucie. Et ce soir, on commence à planifier comment la gagner. » La cuisine d'Irène était à des lieues de celle de ma fille. Elle était plus petite, plus chaleureuse, et remplie du désordre honnête d'une vie bien vécue. Des livres de cuisine étaient empilés sur le comptoir, des aimants de divers voyages décoraient le réfrigérateur, et l'air sentait légèrement le café et la cannelle.
C'était une pièce qui offrait du réconfort, pas de jugement. Irène m'assit à la petite table en bois et enveloppa un torchon doux rempli de glaçons, l'appliquant doucement sur la peau rouge et irritée sur ma poitrine. Le soulagement fut immédiat. Ce geste simple et pratique d'attention, offert sans un mot, était plus maternel que tout ce que j'avais vécu depuis des années. Pendant un moment, je me laissais simplement respirer, m'imprégnant du sentiment profond d'être dans un port sûr après une violente tempête. Après quelques minutes de soins silencieux, Irène tira une chaise et s'assit en face de moi. La chaleur avait disparu de son expression, remplacée par la concentration aiguë et analytique dont je me souvenais de nos jours au cabinet. Elle se pencha en avant, ses yeux fixés sur les miens. Bien, Lucie, dit-elle, la voix basse et sérieuse. Les larmes, c'est fini pour l'instant. Le choc est passé. Maintenant, le travail commence. Je veux que tu me racontes tout. Et je dis bien tout. Pas seulement pour la soupe. Je veux tout savoir sur chaque prêt. Chaque bijou qui a disparu. Chaque commentaire condescendant, chaque promesse qu'ils ont brisée, chaque fois qu'ils t'ont fait te sentir comme une invitée dans la maison que tu as payée. Ne t'avise pas d'omettre quoi que ce soit. Le diable est toujours dans les détails, et je compte bien le trouver. Ce fut la permission dont j'ignorais avoir besoin. Pendant l'heure qui suivit, je me déchargeais. L'histoire se déversa hors de moi, un torrent de douleur refoulée et de honte longtemps retenue. Je parlais des opportunités uniques toujours présentes de Richard qui ont drainé mes économies. Je racontais les manières subtiles dont Carole m'avait isolée, décourageant les visites de mes vieilles amies, filtrant mes appels. Je confessais même ma propre faiblesse, la manière dont j'avais cédé le contrôle de mes finances, croyant que c'était plus facile que de me battre, me disant que c'était le prix de la paix. À chaque confession douloureuse, Irène ne scellait pas. Elle hochait simplement la tête, ses lèvres serrées en une ligne fine et dure. À chaque mot que je prononçais, je sentais la honte qui s'était collée à moi comme un linceul commençait à se transformer, se durcissant en une colère froide, claire et justifiée. Je n'étais pas juste une victime. J'avais été systématiquement pillée. Quand j'eus fini, la gorge nouée et mon histoire enfin mise à nu entre nous, Irène dit simplement « Bien. Maintenant, montre-moi les documents. » J'ouvris ma petite valise et sortis le dossier de documents que j'avais saisi. Je les étalai sur la table de la cuisine, qui s'était maintenant transformée d'un lieu de confort en notre salle de guerre. Il y avait des vieux relevés bancaires, mes papiers d'identité, et le document épais et plié qui était l'acte de propriété de la maison. Irène mit ses lunettes de lecture qui étaient posées sur sa tête, et toute son attitude changea. Elle n'était plus seulement mon amie. Elle était Irène Costa, l'experte comptable la plus affûtée que j'ai jamais connue, et elle était à la chasse. Elle écarta les relevés bancaires d'un geste de la main dédaigneux. C'est la preuve de leur avidité, mais ce n'est pas le pouvoir, dit-elle, sa concentration se rétrécissant. L'abus financier est un combat désordonné. Le vrai pouvoir, le levier indiscutable, est toujours dans la propriété. En noir et blanc. Regardons l'acte notarié. Raconte-moi encore, Lucie, quel était exactement l'arrangement quand tu as vendu ta maison? Je sentis un rougissement de honte. Je leur ai donné l'argent pour l'apport, marmonnai-je. C'était un don, pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. L'expression d'Irène était profondément sceptique. Ça n'existe pas, un don de cette taille sans acte notarié, Lucie. Voyons ce que les avocats ont dit. Je racontais le jour de la signature chez le notaire, le souvenir flou et obscurci par l'émotion. Je me souvenais d'un bureau stérile, d'une montagne de papier, d'un notaire parlant un langage rapide de clauses et d'avenants que je ne comprenais pas. Carole avait été là, guidant ma main. Signe juste ici, maman, c'est juste une formalité standard, avait-elle dit, pointant ligne après ligne. Je lui faisais confiance. Je faisais confiance à ma propre fille pour avoir mes intérêts à cœur. Je confessais ceci à Irène, la profondeur de ma folie, ma confiance aveugle. Je n'ai pas lu, murmurai-je. J'ai juste signé là où elle m'a dit. Je m'attendais à ce qu'Irène me gronde pour ma naïveté. Mais elle ne le fit pas. Son attention était entièrement absorbée par le document étalé sous la lumière vive de la cuisine. Elle déplia soigneusement le grand papier rigide. Son doigt, un doigt pratique, sans fioriture, suivit les lignes denses du texte légal. Elle resta silencieuse pendant ce qui me sembla une éternité, les sourcils froncés dans une profonde concentration. Je retins ma respiration,
mon cœur battant la chamade. J'étais sûre qu'elle était sur le point de découvrir la terrible vérité, que j'avais tout signé, que je n'avais vraiment aucune base légale sur laquelle m'appuyer, que j'étais aussi impuissante que Carole m'avait fait sentir. Le silence s'étira, épais et lourd de possibilités inexprimées. Soudain, Irène leva la tête. Ses yeux, agrandis par les lunettes de lecture, étaient écarquillés avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. C'était un choc, mais ce n'était pas le choc de la défaite. Elle retira lentement ses lunettes et les posa sur la table, ne me quittant pas des yeux. Un sourire lent, un sourire véritablement dangereux, commença à se répandre sur son visage. Lucie, commença-t-elle, la voix un murmure bas et triomphant. Tu es une femme très chanceuse. Et ta fille est une femme très, très stupide. Elle retourna le document lourd et pointa un paragraphe spécifique, un bloc de texte enfoui dans les petites lignes. Tu ne lui as pas donné un don pour l'apport, dit Irène, la voix remplie d'une excitation folle et dangereuse. Tu as conclu un accord de copropriété pour garantir ton investissement. Mon Dieu, Lucie, regarde. Tu possèdes 40% de cette maison. Tu n'as jamais été une invitée. Tu es sa partenaire légale. Les mots résonnèrent dans la petite cuisine chaleureuse. Tu es sa partenaire légale. Je regardais Irène, puis le document dans sa main, mon esprit luttant pour saisir l'ampleur de sa découverte. Une partenaire. Pas une invitée. Pas un fardeau. Pas un cas de charité. Une partenaire. Je pris le papier lourd de sa main, mes doigts traçant le bloc de texte dense et impénétrable qu'elle avait pointé. Le jargon légal qui n'avait été qu'un flou insignifiant prit maintenant une netteté horrible et précise. Indivision, investissement garanti, apport en capital. Ce n'étaient pas les mots d'un don. C'étaient les mots d'un contrat commercial. Ma fille n'avait pas juste accepté mon aide. Elle avait sournoisement déguisé un partenariat légal en un acte d'amour familial, comptant sur ma confiance et mon ignorance pour ne jamais le remettre en question. La brûlure de la soupe sur ma poitrine me faisait encore mal, mais un nouveau feu, différent, s'allumait en moi, le feu froid et pur d'une juste fureur. Un profond changement s'opéra à ce moment. La honte qui s'était collée à moi comme un linceul, l'humiliation d'avoir été si facilement dupée, tout cela s'évapora, brûlé par la chaleur de cette nouvelle réalité. Je n'étais pas une idiote qui avait été dupée. J'étais une copropriétaire qui avait été escroquée. La dynamique de toute mon existence depuis 2 ans avait été un mensonge calculé. Carole ne s'était pas occupée de sa mère vieillissante. Elle calmait une partenaire commerciale dont elle liquidait systématiquement les actifs. La fille que je pleurais était un fantôme, une fiction que je m'étais racontée pour rendre la réalité plus acceptable. La femme qui m'a jeté de la soupe était ma partenaire commerciale, une partenaire qui venait de commettre un acte hostile. Irène regarda mon expression changer, un sourire entendu et satisfait sur le visage. Voilà, murmura-t-elle. Je me demandais quand tu allais te montrer. La connaissance et le pouvoir, Lucie. Et nous venons de trouver tout l'arsenal. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas été tourmentée par le sommeil anxieux et agité des impuissants. J'avais dormi profondément, un sommeil alimenté par un objectif. Irène était déjà dans la cuisine, une cafetière de café fort en train de préparer. Un bloc-notes et un stylo étaient posés sur la table. Elle n'était plus seulement mon amie. Elle était mon général, et c'était notre centre de commandement. Bien, dit-elle, me tendant une tasse fumante. Aujourd'hui, on bâtit la forteresse. Avant même de penser à attaquer, on sécurise le périmètre. D'abord, on coupe toute avenue possible d'accès qu'elle a à ton argent et à tes informations. Elle pointa mon téléphone portable. Le premier appel est à ton conseiller financier. Et quand tu lui parleras, je veux que tu aies l'air de la propriétaire à 40% d'un bien majeur, pas d'une vieille femme effrayée. Ma main était stable en composant le numéro. Quand le conseiller, un jeune homme poli du nom de Monsieur Alve, répondit, je fus stupéfaite par la force et la clarté de ma propre voix. Je n'étais plus l'hésitante et confuse Lucie qui laissait Carole parler pour elle. J'étais Madame Lucie Raille, une cliente de valeur, et j'étais là pour faire des changements. J'expliquais qu'en raison d'un problème de sécurité, je devais immédiatement mettre à jour toutes mes informations d'identification. J'ai créé un nouveau mot de passe complexe, qui n'avait rien à voir avec des anniversaires, des dates de mariage ou le nom de Robert.
Je le fis me guider pour configurer l'authentification à 2 facteurs, un code envoyé directement sur mon téléphone, un téléphone dont Carole ignorait même l'existence pour quoi que ce soit d'autre qu'appeler un taxi. Puis vint la partie la plus importante. Je voudrais ajouter un mot de passe vocal à mon compte, déclarai-je, la voix ferme. Aucune transaction de plus de 500 € ne devrait être traitée sans ma confirmation verbale directe d'un mot de code spécifique par téléphone. Monsieur Alve accepta immédiatement. Bien sûr, Madame Rai. Quel mot souhaitez-vous utiliser? Je fis une pause, un petit sourire amer effleurant mes lèvres. J'ai choisi le nom du minuscule village oublié au Portugal où la mère de Robert était née. Un nom que Carole avait entendu une fois et immédiatement rejeté comme rustique et sans intérêt. Un nom qu'elle ne devinerait jamais, jamais au grand jamais. En raccrochant, un profond sentiment de contrôle me submergea. J'avais juste construit le premier mur de ma forteresse. J'avais repris une clé dont j'ignorais même qu'elle me manquait. Excellent, dit Irène, posant une assiette de toast devant moi. C'est l'étape 1. Ils ont perdu leur accès direct. Maintenant pour l'étape 2, les munitions. Elle poussa le bloc-notes et le stylo vers moi. Tu vas tout écrire, Lucie. Chaque fois qu'ils ont demandé de l'argent. Les dates, les montants, les raisons qu'ils ont données. Du mieux que tu peux te souvenir. On crée un dossier, une chronologie de leur exploitation. Ce n'est plus seulement ta douleur. C'est une preuve. Le processus fut douloureux. Cela m'a forcé à revenir en arrière à travers des années de manipulation, à regarder ma propre complaisance en face. Chaque souvenir que j'écrivais était une petite coupure, un rappel des 1000 trahisons minuscules qui avaient mené à l'incident de la soupe. J'ai écrit les 5000 € pour l'équipement de brassage amélioré, les 2000 € pour un séminaire de marketing dans une autre ville, les sommes sans fin plus petites pour les déjeuners d'affaires et les fournitures. J'ai tout écrit, ma main se crispant, les pages se remplissant de l'histoire de ma propre escroquerie. C'était une litanie douloureuse et humiliante de ma propre naïveté. Mais à mesure que la liste s'allongeait, ma détermination grandissait aussi. Ce n'était pas le journal de mon chagrin. C'était une facture. C'était une note de frais pour les services rendus et la douleur infligée. C'était un décompte détaillé d'une dette qui arrivait à échéance, une dette qu'ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient être forcés de payer. Quand je posais enfin le stylo, des heures plus tard, le soleil était haut dans le ciel. Les pages reposaient sur la table entre nous, un témoignage de leur avidité calculée. Je me sentais épuisée, mais aussi purifiée. Le poison était sorti. Irène prit les pages et les parcourut, son expression sombre. Elle prit ensuite l'acte de propriété de la maison, le tapotant d'un doigt unique et décisif. Un sourire féroce et fier éclaira son visage. « Bien, dit-elle, la voix remplie d'une froide et exaltante détermination. La forteresse est sécurisée. Ils ne peuvent plus te saigner à blanc, maintenant. » Elle fit une pause, ses yeux rencontrant les miens, étincelants de la lumière de la bataille. Il est temps de commencer à reprendre quelque chose. Demain, on ne va pas juste te trouver un avocat. On va te trouver un requin. Je passais les 2 jours suivants dans le sanctuaire tranquille de la maison d'Irène, un fantôme dans ma propre vie. Je n'existais pas pour ma fille et son mari, et dans cette absence, je trouvais une nouvelle sorte de présence, une nouvelle sorte de pouvoir. Irène et moi sommes devenus des stratèges, étudiant attentivement mes documents tandis que mon téléphone, que je gardais sur la table de la cuisine, restait résolument silencieux. Sur les conseils d'Irène, je n'avais pas bloqué leur numéro. Non, avait-elle dit avec un sourire rusé. On veut les voir paniquer. On veut une trace de leur désespoir. C'était une sorte de théâtre cruel, mais après la cruauté que j'avais subie, j'avais l'estomac pour ça. Je pouvais imaginer la scène chez eux si clairement. Ils auraient du silencieux au premier matin, agacés, s'attendant à me trouver dans ma chambre, contrite et prête à leur rendre mes mots de passe bancaire. Leur agacement se serait lentement transformé en confusion en découvrant ma chambre vide, mon lit soigneusement fait. Ma fille, Carole, aurait ricané. Elle fait juste son cinéma, aurait-elle dit à Richard, balayant ma disparition comme une crise de gamin. Elle reviendra en rampant quand elle aura faim ou qu'elle aura besoin de renouveler une ordonnance. Ils auraient continué leur journée, confiants en leur pouvoir, en ma dépendance. La première vague de messages textes commença vers l'heure du déjeuner. Ils étaient impérieux, exigeants. « Maman, ce n'est pas drôle.
Où es-tu? Suivi de arrête tes bêtises et rentre tout de suite à la maison. Je regardais l'écran s'allumer, mon visage impassible. Chaque message était un témoignage de son incapacité à me voir autrement que comme un animal de compagnie désobéissant qui s'était échappé. La vraie symphonie de la panique, cependant, commença plus tard dans l'après-midi. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Richard, désespéré de payer un fournisseur, se serait assis devant son ordinateur, naviguant avec suffisance sur le site de ma banque de placement. Il aurait tapé l'ancien mot de passe, celui que je lui avais stupidement donné il y a des mois. Mot de passe incorrect. Il aurait réessayé, agacé. Mot de passe incorrect. Une sueur froide aurait commencé à perler sur son front. Il aurait appelé Carole, la voix nouée par les premières vraies notes de peur. Elle aurait essayé, convaincue de sa propre supériorité, et se serait heurtée au même mur numérique. Ils auraient essayé le lien mot de passe oublié, seulement pour découvrir, à leur horreur, que le code de réinitialisation était envoyé à un numéro de téléphone qu'ils ne reconnaissaient pas, mon propre téléphone portable secret et personnel. C'est alors que les appels téléphoniques commencèrent. Mon écran s'éclairait avec le nom de Carole, encore et encore. Je laissais sonner jusqu'à ce que ça tombe sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, un message texte, dégoulinant maintenant d'une fausse et suave inquiétude. Maman, je suis vraiment inquiète. Est-ce que tout va bien? S'il te plaît, rappelle-moi juste pour que je sache que tu es en sécurité. La manipulation était si transparente qu'elle en était presque risible. Son inquiétude n'était pas pour ma sécurité. C'était pour la sécurité de son accès à mon argent. Sur les instructions d'Irène, je restais un trou noir, un vide d'information. Mon silence était un miroir, les forçant à faire face aux conséquences de leurs propres actions. Laisse-les mariner, disait Irène, en me remplissant ma tasse de café. Laisse-les se demander. Leur panique est le son de notre stratégie qui fonctionne. Le lendemain, nous avons rencontré notre requin. Irène avait passé l'appel, et une vidéoconférence fut arrangée avec un avocat nommé Maître Montero. Ce n'était pas l'avocat de famille doux et sympathique que j'avais imaginé. C'était un homme d'une quarantaine d'années aux yeux vifs, au costume encore plus vif, et à l'expression qui suggérait qu'il tirait une immense satisfaction professionnelle à écraser ses adversaires. Nous étions assises sur le canapé confortable d'Irène, mon dossier de documents et la chronologie des abus lui ayant été scannés et envoyés par email au préalable. Il écouta mon histoire sans interruption, son visage ne trahissant aucune émotion, juste une concentration intense et absorbante. Quand j'eus terminé, il resta silencieux un instant, regardant la copie numérique de l'acte de propriété sur son écran. Il leva les yeux, son regard rencontrant le mien à travers la caméra. « Madame Rai, dit-il, la voix précise et dénuée de pitié. Ce que vous avez vécu n'est pas un conflit familial. C'est un cas d'école d'abus financiers sur personne âgée couplé à une rupture frauduleuse d'un accord de copropriété. Il écarta ma question initiale et timide sur le simple remboursement des prêts. C'est penser trop petit, dit-il d'un ton dédaigneux. C'est courir après des centimes pendant qu'ils vivent dans un palais que vous avez payé. L'objectif n'est pas de récupérer votre argent. L'objectif est de couper, complètement et irrévocablement, votre lien avec eux, et de liquider votre principal bien partagé d'une manière qui vous soit la plus avantageuse. Il expliqua alors un concept juridique dont je n'avais jamais entendu parler, une action en dissolution de condominium. Une action en dissolution d'indivision. Il expliqua que parce que j'étais propriétaire à 40%, j'avais le droit légal d'exiger que la propriété soit vendue afin que je puisse accéder à la valeur que j'y détenais. Nous ne leur demanderons pas de vous racheter, expliqua-t-il, un éclair de prédateur dans les yeux. Ils n'ont pas l'argent. Nous allons demander au tribunal de forcer une vente publique de la propriété. Vous obtiendrez vos 40% en espèces, et il leur restera leur part et l'obligation de trouver un nouveau logement. C'est propre. C'est définitif. Et c'est votre droit légal absolu. L'idée était époustouflante d'audace. Forcer la vente de la maison de ma propre fille. Cela semblait drastique, cruel même. Mais ensuite, je repensais à la soupe chaude sur ma peau. Maître Montero sembla lire dans mes pensées. Madame Rai, ils essaieront de vous dépeindre comme la méchante de cette histoire, dit-il, la voix s'adoucissant pour la première fois. Ils vous traiteront de cruel et de sans cœur. Vous devez vous y préparer. Mais laissez-moi vous demander ceci. Qu'est-ce qui est plus cruel? Une mère qui réclame sa sécurité et ses biens par des moyens légaux,
Ou une fille qui jette de la soupe brûlante sur sa mère parce qu'on lui a refusé l'accès à de l'argent qu'elle n'a pas gagné? C'est la seule façon de garantir votre liberté. Il me regarda, attendant. Irène posa une main rassurante sur mon bras. Je regardais le souvenir de mon mari dans mon esprit, je sentis la douleur fantôme de la brûlure sur ma poitrine, et je trouvai ma réponse. Ma voix était stable, imprégnée d'une force qui venait des profondeurs de ma nouvelle détermination. Maître Montero, dis-je, regardant directement la caméra. Pendant 2 ans, ils ont vécu comme des rois dans une maison que j'ai payée, tout en me traitant comme une mendiante. Il est temps de leur rappeler qui détient l'acte de propriété. Je pris une profonde inspiration. Préparez les documents. Mettons la maison en vente. Les jours qui suivirent notre vidéoconférence avec Maître Montero furent remplis d'un but tranquille et ciblé. Il n'y avait plus de larmes, plus de lamento sur le passé. Le temps du chagrin était terminé. Le temps de l'action avait commencé. Depuis la sécurité de la table de la salle à manger d'Irène, que nous avions officiellement désignée comme notre quartier général, je devins une étudiante de ma propre libération. Maître Montero et son équipe m'envoyaient des documents par voie électronique, et pour la première fois, je lisais chaque mot avant de signer. Je signais des déclarations sous serment, des autorisations et des mandats. Chaque signature numérique ressemblait à un coup de marteau sur l'enclume de ma nouvelle vie, forgeant quelque chose de solide et d'incassable. Je n'étais plus une victime passive des circonstances. J'étais l'architecte actif de mon propre avenir, et les plans étaient dessinés par l'un des esprits juridiques les plus redoutables de la ville. Ma vie s'installa dans une nouvelle routine paisible. Je me réveillais tôt, la maison silencieuse, et partageais une cafetière de café fort avec Irène en regardant le soleil se lever. Nous parlions pendant des heures, non de ma douleur, mais de livres que nous avions lus, de vieux films que nous aimions, et des simples potins de notre jeunesse. Je l'aidais dans son petit jardin, mes mains dans la terre fraîche et sombre, plantant de nouvelles vies. C'était une thérapie simple et profonde. Je retrouvais les petites joies que le foyer toxique de ma fille m'avait volées. L'anxiété constante et de bas niveau qui avait été ma compagne pendant des années commença à se dissiper. Je respirais librement, je pensais clairement. Cette accalmie tranquille était le calme avant la tempête, un moment nécessaire pour rassembler mes forces pour la tempête que je savais que nous allions déclencher. Puis, le jour arriva. Maître Montero nous informa que la notification officielle serait signifiée cet après-midi, je ne serais pas là pour la voir, et pour cela, j'étais reconnaissante. Mais dans mon esprit, je dirigeais toute la scène. J'imaginais l'huissier de justice, un homme au visage sévère et impassible, montant le chemin de briques immaculé de la maison que j'avais payée. J'imaginais Carole ouvrant la porte, une expression d'agacement sur le visage d'être dérangée. Je voyais son regard de confusion en recevant une enveloppe épaisse et formelle, son nom et celui de Richard tapés soigneusement sur le devant. J'imaginais qu'elle l'ouvrait en déchirant, les sourcils froncés, s'attendant peut-être à une facture ou à un courrier indésirable. Et puis, j'imaginais le sang se retirant de son visage en lisant la première phrase. Maître Montero avait été très clair sur la nature du document. Ce n'était pas une lettre émotionnelle ou un appel à la réconciliation. C'était une lance légale froide, tranchante. Elle les notifiait formellement et officiellement de l'action en dissolution de condominium, l'action en dissolution d'indivision. Elle citait la clause spécifique dans l'acte de propriété qui établissait ma propriété légale à 40%. Elle déclarait, sans équivoque, mon intention légale de forcer la vente publique de la propriété afin de liquider mon actif en capital. Il n'y avait aucune mention de soupe, aucune mention de cruauté, aucune mention d'argent volé ou de promesses brisées. Il n'y avait que le langage indéniable, inébranlable de la loi. Elle ne l'accusait pas d'être une mauvaise fille. Elle déclarait simplement qu'elle était une mauvaise partenaire commerciale, et que le partenariat était maintenant dissous. Signer l'autorisation de cette notification légale fut l'une des choses les plus difficiles et pourtant les plus faciles que j'ai jamais faites. Ce fut une rupture finale et douloureuse, mais ce fut aussi un acte profond d'amour de soi, une déclaration à l'univers que ma vie, ma sécurité et ma tranquillité d'esprit comptaient. Si tu as déjà vécu un moment dans ta vie où tu t'es enfin défendu, où tu as trouvé ta propre force après avoir été poussé à ta limite absolue, peut-être pourrais-tu laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est une façon petite mais puissante de lever la main et de dire aux autres, je comprends ce sentiment. J'ai vécu cela aussi. C'est un salut silencieux aux survivants en chacun de nous.
Après l'heure estimée de livraison, un nouveau type de silence tomba sur la maison d'Irène. Ce n'était pas le silence paisible du matin, mais le silence tendu et chargé de l'anticipation. Nous étions assises dans la cuisine, une théière refroidissant entre nous, toutes deux regardant mon téléphone posé sur la table. Nous ne parlions pas. Il n'y avait plus rien à dire. Nous avions planifié, nous avions préparé, et nous avions lancé notre première volée. Maintenant, nous attendions l'inévitable explosion. Je connaissais ma fille. Je connaissais sa fierté, son tempérament, son incapacité profonde à accepter la responsabilité de ses propres actions. Il n'y aurait pas de contrition, pas de réflexion tranquille. Il n'y aurait que de la rage. Et j'étais prête pour cela. L'attente ne fut pas longue. 1 heure après que la notification eut été signifiée, mon téléphone, qui était resté inactif pendant des jours, vibra soudainement. L'écran s'alluma, illuminant le seul mot que j'avais autrefois aimé et que je redoutais maintenant, Carole. Mon cœur fit un seul battement fort contre mes côtes, non pas de peur, mais d'adrénaline. C'était le moment. Je regardais Irène, qui rencontra mon regard avec une expression de soutien absolu et inébranlable. Elle me fit un signe de tête sec et déterminé. Je pris une profonde inspiration, la main ferme, saisis le téléphone et appuyai sur l'icône verte pour répondre. Puis, j'appuyai sur le bouton haut-parleur, replaçant le téléphone sur la table entre nous. Avant même que je puisse dire bonjour, un son éclata du minuscule haut-parleur. C'était un bruit tellement rempli de fureur et d'incrédulité qu'il semblait à peine humain. C'était un cri aigu et rauque de rage pure et non diluée qui ressemblait plus à un animal blessé qu'à la fille que j'avais élevée. C'était le son d'une reine dont le château venait d'être pris d'assaut, le son d'une manipulatrice qui venait de perdre irrévocablement tout contrôle. Le cri qui jaillit du haut-parleur de mon téléphone était un son brut et primal d'incrédulité et de fureur. C'était un son dépourvu de toute civilité, de toute prétention. Pendant 1 minute entière, Irène et moi sommes restées assises et avons écouté la rage de ma fille déferler sur nous. C'était un torrent chaotique d'accusations, un flot de pensées frénétiques et égarées qui formaient à peine des phrases cohérentes. Comment as-tu pu me faire ça? À nous? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Te prendre chez nous, prendre soin de toi. C'est comme ça que tu me rembourses? En essayant de nous mettre à la rue? Tu es folle? Tu essaies de détruire ta propre famille? Elle cracha le mot famille comme si c'était une malédiction, une arme qu'elle essayait de me lancer. J'écoutais tout cela, mon expression imperturbable, ma main reposant calmement sur la table à côté de celle d'Irène. Je ressentis un sentiment étrange et libérateur de détachement. C'était comme regarder une tempête sauvage depuis la sécurité d'un phare. Le vent pouvait hurler, les vagues pouvaient s'écraser, mais elles ne pouvaient pas m'atteindre. Sa rage, qui autrefois m'aurait terrifiée, qui m'aurait fait me démener pour l'apaiser, ne semblait plus rien d'autre que du bruit. C'était la fureur désespérée et impuissante d'une tyranne qui s'est réveillée pour trouver son royaume en rébellion et ses murs s'écrouler. Je sentais la présence d'Irène à mes côtés, une force solide et rassurante. Elle ne parlait pas, elle me regardait simplement, une gardienne silencieuse s'assurant que je ne fléchirais pas, que je ne serais pas ramenée dans la tempête. Sa confiance en moi était un bouclier, et les mots venimeux de Carole glissaient simplement dessus. Quand les cris cessèrent, remplacés par des respirations saccadées et haletantes, elle changea inévitablement de tactique. La rage avait échoué, alors il était temps de jouer la victime. Sa voix se brisa, développant un faux tremblement théâtral. Les larmes de crocodile commencèrent à couler. « Maman » gémit-elle, sa voix maintenant une parodie pathétique d'enfant blessé. « Comment peux-tu être si cruel? C'est ta famille. C'est la maison de Bruna, la maison de ta petite fille. Tu ne te soucies pas du tout de nous? J'ai fait une erreur, je le sais. J'étais stressée. J'ai dit que j'étais désolée. » Le mensonge était si flagrant, si audacieux, qu'il me fit presque rire. Elle ne s'était jamais excusée. Elle n'avait jamais montré la moindre once de remords. Son seul regret était que sa cruauté n'ait pas atteint l'effet désiré. C'est alors que je choisis de parler. Ma voix, lorsqu'elle vint, était calme, posée et portait une précision qui tranchait dans ses faux sanglots comme le scalpel d'un chirurgien. « Carole, dis-je, et le son de mon propre sang-froid sembla la faire taire par surprise. Cette conversation ne concerne plus la famille. Tu l'as transformée en affaire le jour où tu as agressé ton principal investisseur après le refus d'une demande de prêt. » Je laissais les mots planer dans l'air.
Je ne suis pas cruelle. Je suis prudente. Ce n'est pas un acte de vengeance. C'est simplement la dissolution d'un partenariat devenu toxique. Mon avocat est d'accord. La mention d'un avocat sembla la rendre à nouveau furieuse. Avocat? Quel avocat? Hurla-t-elle. Qui te met ces idées en tête? C'est Irène, n'est-ce pas? Je le savais. Elle a toujours été jalouse de moi, elle te murmurait toujours à l'oreille. C'était une tentative désespérée de créer un autre méchant, de détourner l'attention de ses propres actions. Irène ne m'a fait que preuve de la gentillesse et du respect qu'une fille devrait, répliquai-je, ma voix toujours égale. Elle ne me dit pas quoi dire, Carole. Elle me rappelle simplement ma propre valeur, quelque chose que j'avais oublié et que tu avais choisi d'ignorer. Elle me rappelle que j'ai le droit d'être en sécurité et protégée. Le désespoir s'accrut. Elle essaya sa dernière tactique, les menaces. Tu vas le regretter, cracha-t-elle. Je vais dire à tout le monde ce que tu fais. Je vais le dire à toute la famille, à toutes tes vieilles amies, quelle mère froide et sans cœur tu es. Je vais leur dire comment tu as mis à la rue ta propre fille et ta petite fille. Tu n'auras personne. Tu mourras seule. J'écoutais ces menaces et ne ressentis rien d'autre qu'un profond sentiment de pitié pour elle. Elle ne pouvait pas comprendre qu'elle avait déjà fait le pire. Elle m'avait déjà isolée, déjà pris tant de choses. Il n'y avait plus personne qu'elle pouvait dresser contre moi qui comptait vraiment. Le monde qu'elle menaçait de détruire était un monde qu'elle avait déjà incendié. Le téléphone fut passé, et la voix faible et suppliante de Richard se fit entendre. Lucie, s'il te plaît. Réfléchis à ce que tu fais. On peut s'arranger? Ne nous fais pas ça. Ces plaintes pathétiques ne firent que solidifier ma détermination. Leurs supplications n'étaient pas pour le pardon. C'étaient des supplications pour le rétablissement du statu quo, pour que je retourne dans ma boîte, que je rouvre mon portefeuille, que je redevienne leur ressource silencieuse et complaisante. Ils n'étaient pas désolés pour la soupe. Ils étaient terrifiés par l'addition qui était enfin arrivée. Je laissai le silence s'installer un instant après qu'il se fut éteint, les laissant tous les deux écouter le son de leur propre panique. J'avais entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Il n'y avait pas de remords, pas de compréhension, seulement un désir frénétique de reprendre le contrôle. Je pris une inspiration et prononçai les derniers mots de notre relation. Ma voix était dénuée de chaleur, dénuée de colère, dénuée de toute émotion sauf une finalité glaçante. Carole, dis-je, sachant qu'elle écoutait. Tu sembles confuse. Tu n'as pas juste demandé mon argent. Tu as exigé ma dignité. La maison est une affaire légale, une simple transaction commerciale. Ma dignité, cependant, n'est pas à vendre, et elle n'est plus négociable. Je fis une pause, puis assénai le coup final. Tu auras affaire à mon avocat désormais. Et sur ce, avant qu'elle ne puisse prononcer un mot de plus, je mis fin à l'appel. Le silence qui remplit la cuisine d'Irène fut, pour la première fois, vraiment paisible. Le silence qui suivit l'appel téléphonique fut absolu. J'avais coupé le dernier fil, et ce faisant, je m'étais libérée. Il n'y eut pas d'euphorie, pas de cri de triomphe. Au lieu de cela, une paix profonde et solennelle s'installa en moi. C'était le calme tranquille qui suit une amputation nécessaire, une procédure douloureuse mais salvatrice. Le membre malade de ma relation avec ma fille avait été retiré, et bien qu'une douleur fantôme persistât, je savais que je serais enfin capable de guérir. Irène tendit la main sur la table et posa la sienne sur la mienne. Elle n'offrit pas de platitude ou de félicitations. Elle serra juste ma main avec une pression ferme et compréhensive. Tu l'as fait, Lucie, dit-elle doucement. Tu t'es choisie. Et dans cette simple déclaration, je sentis la vérité de ma propre révolution tranquille. Les semaines qui suivirent furent une masterclass de guerre stratégique détachée, orchestrée par le brillant maître Montero. J'étais complètement isolée du chaos. Toutes les tentatives de communication frénétique et hystérique de Carole et Richard furent dirigées vers son cabinet, où elles se heurtèrent à un mur de l'égalité froide et professionnelle. Maître Montero me donnait de brèves mises à jour concises. Comme prévu, ils avaient engagé leur propre avocat, qui tenta de s'opposer à la demande de vente de la maison. Ils essayèrent tout. Ils prétendirent que j'étais mentalement incompétente, qu'Irène me manipulait, que le document de copropriété avait été signé sous la contrainte. Mais leurs arguments étaient fragiles, nés du désespoir plutôt que des faits. L'acte notarié était une forteresse, et leurs attaques légales étaient comme des cailloux lancés contre ces murs infranchissables.
Maître Montero, étant le requin qu'il était, ne s'arrêta pas là. Il m'informa que son équipe d'expertise comptable avait analysé les relevés bancaires que j'avais fournis. Ils avaient signalé plusieurs virements importants de mes comptes vers les comptes professionnels de Richard qui pouvaient facilement être considérés comme frauduleux. Nous avons suffisamment d'éléments ici pour déposer une plainte pénale pour abus financiers sur personne âgée, Madame Rai, me dit-il lors d'un de nos appels. L'idée me noua l'estomac. Est-ce que je voulais voir ma propre fille faire face à des accusations criminelles? Je décidai que non. Mon but n'était pas de l'enfermer dans une cage, mais simplement d'échapper à la mienne. Cependant, Maître Monteiro, avec ma permission, utilisa la menace de ces accusations comme levier. Il expliqua clairement à leur avocat que s'il continuait à entraver la vente de la maison, il n'aurait d'autre choix que de transmettre ses conclusions au procureur. Leur résistance s'effondra du jour au lendemain. Les rapports que je recevais de l'agent immobilier, choisi par Maître Montero, peignaient un tableau pathétique du délabrement de ma fille. Carole, une femme qui vivait et respirait pour l'approbation de ses voisins et l'image parfaite de sa vie de banlieue, était maintenant obligée de subir l'humiliation d'une pancarte à vendre enfoncée dans sa pelouse immaculée. Elle tenta apparemment de saboter le processus, annulant les visites à la dernière minute ou étant délibérément hostile aux acheteurs potentiels. Mais l'ordonnance du tribunal était absolue. Les visites se poursuivirent, un défilé d'étrangers marchant à travers les pièces qu'elle avait décorées avec mon argent, évaluant la valeur de son empire en ruine. Il y avait une justice silencieuse et cosmique en cela. Elle avait envahi ma vie privée et ma sécurité. Maintenant, le monde envahissait la sienne. Le jour où la maison fut vendue, j'étais dans un petit café avec Irène, dégustant une part de gâteau. Mon téléphone vibra avec un appel de Maître Montero. « C'est fait, Lucie, dit-il, la voix claire et professionnelle. La vente est conclue. Les fonds ont été virés. » Il me lut le chiffre final, les 40% qui étaient maintenant légalement à moi. Le chiffre était si grand, si réel, qu'il semblait vibrer à travers le téléphone. C'était plus que de l'argent. C'était une justification. C'était le son de ma vieille vie qui me revenait, nettoyé de toute la douleur et de l'exploitation. C'était le capital dont j'avais besoin pour construire une nouvelle vie, une vie entièrement de mon propre dessein. Je le remerciais, la voix enrouée par une émotion que je ne pouvais nommer. C'était un mélange de soulagement, de gratitude et d'une tristesse tranquille et profonde pour la fille que j'avais vraiment et finalement perdue. Mon avenir désormais assuré, le monde s'ouvrit devant moi. Irène devint ma partenaire enthousiaste dans un nouveau projet, trouver mon chez-moi. Nous passâmes des jours à regarder des appartements en ligne, un processus joyeux et excitant. Pour la première fois depuis des années, j'avais des choix. Je pouvais décider si je voulais un balcon, une vue sur le parc, une cuisine avec une cuisinière à gaz. Chaque choix était un petit acte d'autodéfinition. Nous le trouvâmes enfin, un appartement lumineux et ensoleillé de 3 pièces dans un immeuble ancien et tranquille, avec un grand balcon donnant sur un magnifique parc de la ville. Il était plus petit que la maison que Carole et moi avions partagée, mais il semblait infiniment plus grand. C'était un espace qui promettait la paix, pas seulement un abri. Je signai le bail sans hésiter un instant. Je pensais à Carole et Richard. Avec leur part de 60% de la vente, ils ne seraient pas sans abri, mais après avoir remboursé leur montagne de dettes, ils seraient forcés de réduire considérablement leurs dépenses et leur mode de vie. La grande scène de leur vie parfaite avait disparu. Leur représentation était terminée. Je ne ressentis aucune joie dans leur chute, seulement une acceptation tranquille du rééquilibrage naturel des choses. Ils avaient construit un château de cartes sur une fondation d'avidité, et une seule bourrasque de vérité l'avait emporté. Une semaine plus tard, je me tenais au milieu de mon nouvel appartement vide. Les murs étaient une toile vierge point papier peint, le soleil filtrant à travers les grandes fenêtres propres. Mes meubles devaient arriver le lendemain. Un sentiment de paix pure, inaltéré s'installa en moi. C'était à moi. Tout ça. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis. C'était un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je sus instantanément de qui il s'agissait. Le message ne contenait que 4 mots, un dernier missile pathétique lancé d'un navire en perdition. J'espère que tu es heureuse. Je regardais les mots sur l'écran, une relique d'une vie qui ne m'appartenait plus. Je ne ressentis rien. Ni colère, ni tristesse,
pas même une lueur de culpabilité. Elle était un fantôme, et je ne croyais plus aux fantômes. Je ne répondis pas. Je maintins simplement mon doigt sur le numéro, appuyais sur bloquer, puis sur confirmer. Puis je rangeais le téléphone et me retournais vers la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur le parc, prête pour la première nuit du reste de ma vie. Ma nouvelle vie commença non par une grande célébration, mais par le plaisir tranquille et simple de ranger mes propres livres sur mes propres étagères. Chaque tranche était une amie familière, et les placer dans leur nouvelle maison fut comme un retour aux sources pour mon âme. Mon appartement, maintenant rempli des meubles que j'avais choisis, était un témoignage de mon propre goût, de mes propres choix. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes portes du balcon, illuminant les particules de poussière dansant dans l'air, chacune une petite étincelle de possibilité. Il n'y avait pas de silence lourd ici, pas de tension inexprimée. Il y avait seulement le doux murmure de la ville en contrebas et le rythme tranquille de mon propre cœur paisible. J'avais acheté une nouvelle orchidée, une magnifique phalaenopsis aux pétales blancs immaculés, et l'avais placée à l'endroit le plus ensoleillé de mon balcon. M'en occuper n'était pas un devoir, mais une joie. C'était un symbole de ma propre résilience, la preuve que quelque chose de beau pouvait repousser sur une terre brûlée. Quelques jours après mon emménagement, Irène va me rendre visite. Elle arriva non pas avec des condoléances pour mon passé, mais avec une bouteille de champagne pour célébrer mon avenir. Elle apporta une plante de pendaison de crémaillère ridicule et surdimensionnée dont nous rîmes toutes les deux. Nous nous assîmes sur mon nouveau balcon, sirotant du champagne dans des tasses à thé parce que je n'avais pas encore déballé mes verres à vin, et c'était parfait. Nous ne parlâmes pas de Carole, de Richard ou du procès. Nous avions tourné cette page. Au lieu de cela, nous parlâmes de l'avenir. Nous fîmes des projets pour voir une pièce de théâtre, essayer un nouveau restaurant, faire un week-end à la côte. Nous n'étions pas de vieilles femmes ruminant les blessures passées. Nous étions deux amies traçant de nouvelles aventures. Son rire, sincère et sonore dans mon appartement ensoleillé, fut le meilleur cadeau de pendaison de crémaillère que j'aurais pu recevoir. Parfois, dans les moments calmes, je regarde par ma fenêtre le parc en contrebas, les familles poussant des poussettes et les jeunes couples se tenant la main, et je pense à Carole. La colère ardente que j'avais autrefois ressentie s'est depuis longtemps éteinte, laissant derrière elle non pas le pardon, mais une sorte de pitié distante et clinique. Je vois maintenant que sa cruauté n'est pas née de la force, mais d'une faiblesse profonde et désespérée. Elle vivait dans une prison de sa propre fabrication, une cage d'apparence et de droit, et elle avait essayé de m'y entraîner avec elle. Je ne peux qu'espérer que perdre tout ce qu'elle pensait vouloir la forcera un jour à trouver quelque chose dont elle a réellement besoin, quelque chose de réel en elle-même. Mais son voyage n'est plus le mien à observer ou à craindre. J'ai maintenant mon propre chemin à parcourir. Mon monde, qui avait rétréci à la taille d'une seule pièce étouffante, a recommencé à s'étendre. Les libertés simples, celles dont je n'avais même pas réalisé que je les avais perdues, sont maintenant mes plus grands luxes. Je peux me réveiller avec le soleil et décider que je veux passer toute la journée à lire, sans personne pour me questionner ou me juger. Je peux cuisiner un repas pour une seule personne, savourant chaque bouchée, ou je peux décider de manger du gâteau pour dîner juste parce que je le peux. J'ai renoué avec de vieilles amies, mes appels ne sont plus filtrés par un portier plein de ressentiment. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale et me suis même inscrite à un cours de poterie, impatiente de sentir l'argile dans mes mains, de créer quelque chose de nouveau avec elle au lieu de les tordre de désespoir. Je ne fais pas que survivre. Je vis. Chaque jour est une réappropriation. Chaque tasse de café que j'apprécie en paix, chaque promenade que je fais dans le parc, chaque nouvelle amie que je me fais est un acte de défi silencieux contre la femme qui a essayé de m'effacer. Elle pensait que ma valeur était dans mon compte bancaire, mon utilité dans ma complaisance. Elle avait tort. Ma valeur est dans ma résilience, ma force, ma capacité à être heureuse. Et ma plus grande victoire ne fut pas de reprendre mon argent, mais de me reprendre moi-même. Raconter cette histoire a été une partie de cette réappropriation. C'était une façon de prendre le chapitre le plus laid de ma vie et d'en faire quelque chose qui pourrait offrir une lueur d'espoir à quelqu'un d'autre assis dans une pièce sombre et silencieuse, se sentant seul et impuissant. C'est ma preuve que l'histoire ne doit pas se terminer dans cette pièce. Ta voix, ton attention, a été un témoin de mon parcours, et pour cela, je t'en suis éternellement reconnaissante. Ma propre voix a été réduite au silence pendant si longtemps, et je sais que je ne suis pas la seule.
Il y en a d'innombrables autres dont les histoires ne sont que des murmures. Ton abonnement à cette chaîne est plus qu'un nombre pour moi. C'est ma voix, amplifiée. C'est une déclaration que les histoires de survie et de résilience comptent. S'il te plaît, aide cette communauté, ce sanctuaire de survivantes, à devenir plus forte et plus entendue en t'abonnant. Si cette histoire a résonné en toi, un j'aime est une belle façon de montrer ta solidarité. Et j'adorerais vraiment savoir où mon histoire a atterri. Alors s'il te plaît, laisse un commentaire me disant de quelle ville ou de quel pays tu écoutes. Savoir jusqu'où une seule voix peut voyager me donne un immense espoir. En terminant, je suis assise sur mon balcon. Le soleil se couche, peignant le ciel de teintes orange et violette. Les sons de la ville, le trafic lointain, les rires venant du parc, sont une douce berceuse. Ma nouvelle orchidée est sur la table à côté de moi, ses pétales blancs brillant dans la lumière déclinante. Le passé est un livre fermé, ses leçons apprises, sa douleur enfin apaisée. Et mon avenir est une page blanche, s'étendant devant moi, propre et blanche et pleine de promesses. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, c'est moi qui tiens la plume. Raconter cette histoire était ma façon de retrouver ma voix. Pendant des années, elle a été réduite au silence, réduite à un murmure que même moi entendais à peine, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir ressenti cela. Ton attention à ce moment précis a été le témoin dont j'avais besoin pour savoir que je n'étais plus seule. C'est pourquoi ton abonnement à cette chaîne signifie tant. Ce n'est pas juste un clic. C'est ma voix, et les voix de tant d'autres, qui sont amplifiées. C'est une déclaration que les histoires de survie et de résilience comptent et doivent être entendues. Ton abonnement est ma voix. S'il te plaît, aide cette communauté, notre sanctuaire de survivantes, à devenir plus forte et plus entendue. Si mon parcours a résonné en toi, ton j'aime est un acte de solidarité que je ressentirai d'ici. Et j'adorerais vraiment savoir jusqu'où cette petite flamme d'espoir a voyagé. S'il te plaît, laisse un commentaire pour me dire de quelle ville ou de quel pays tu as regardé. Savoir que nous ne sommes pas seuls est ce qui nous donne la force de tourner enfin la page.